Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Robert Ménard, bonjour. Bonjour. Vous étiez à l'Élysée hier, vous étiez parmi tous les maires qui ont rencontré Emmanuel Macron. Vous avez évoqué cette question des réseaux sociaux, qu'en pensez-vous ? Il en a parlé. Il en a parlé ? Oui. Il en a parlé avec hésitation, parce que tout le monde sent bien que c'est un sujet compliqué. Oui. Et moi, je suis... Mon poil se hérisse à l'idée de ceux, vous savez, qui savent mieux que tout le monde ce qu'il faut faire. D'abord, moi, attendez, j'étais le patron de Reporters sans frontières pendant 25 ans, je me suis battu pour la liberté de la presse, j'ai vu ce que ça donnait, le contrôle des réseaux sociaux dans un certain nombre de dictatures, et spontanément, évidemment, je me dis, il faut pas le faire. En même temps, attendez, oser comparer la France et je sais pas quoi, et la Corée du Nord, l'Iran ou la Chine, c'est juste de la connerie, c'est pour faire le mariole et pour avoir trois reprises sur Internet d'ailleurs. Et en plus, la bonne question, c'est même pas celle-là. C'est techniquement, comment c'est faisable ? Comment c'est faisable ? Comment aujourd'hui tu peux, la France tout seul, chef de l'État, supprimer TikTok pendant un moment ? Et en même temps, c'est vrai que ça a servi de relais et tout. Moi, vous savez, que je suis sorti de l'Élysée en me disant, honnêtement, il n'y avait pas vraiment de solution. Les seules choses qu'il a dites concrètes, c'était que, alors ça m'intéresse comme maire, c'est qu'il y aurait un fonds pour pouvoir reconstruire des bâtiments et qu'on nous emmerderait pas avec des permis de construire et tout ça. Ça, c'était positif. Personne ne peut. Sur ça, comme sur d'autres questions, il n'y a pas de réponse. Mais attendez, honnêtement, quelle réponse ? Moi, je me suis dit... quelle réponse ? Attendez, moi, je me suis dit, je suis à sa place. Demain, tu es chef de l'État. Qu'est-ce que tu fais concrètement ? Et je me dis, parce que j'ai vu, moi je lui ai posé 2 ou 3 questions, mais sur des trucs précis, sur des angles précis qui règlent pas tous les problèmes. Vous savez, je lui ai demandé pourquoi la police municipale, par exemple, je vais pas raconter tout, mais la police municipale, elle avait pas le droit de voir les fichiers de voitures volées, qu'elle pouvait pas demander un papier d'identité, elle a pas le droit. Elle peut pas faire ouvrir un coffre. Je lui ai dit, il faut pas rigoler. Attendez, elle est en première ligne, nos polices municipales, et on leur donne pas les moyens. Mais ça, c'est des choses ponctuelles. J'ai parlé d'autres choses, mais les deux questions de fond, qui étaient en filigrane derrière toutes les questions, c'est quoi ? C'est les problèmes d'autorité à l'école et à la famille, mais en même temps, comment tu rétablis l'autorité à l'école ? Monsieur Bourdin, quand j'ai 70 ans, quand je vais dans une classe, aujourd'hui, je remarque la classe où les gosses se lèvent et la classe où l'instit demande aux enfants de se lever. Je vous dis, l'autorité, elle n'existe même plus là. Dans les familles, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Et puis l'autre question, d'ailleurs quand je suis intervenu, ça a fait, c'est un des moments qui n'ont pas été très consensuels dans ces 4 heures avec le chef de l'État. Vous savez, il parlait de la politique de peuplement. Alors moi, vous savez, moi, je sais pas, je m'imagine comme vous. Politique de peuplement. Oui, on ne comprend pas. Ça veut dire l'immigration. Mais le mot, il fallait pas le prononcer. J'ai prononcé le mot, tu avais tous les élus de gauche, et il y en a, vous savez, tu as des maires de gauche et tout ça, les écolos, c'est les plus foufeux dans ce domaine-là. Enfin, ce sont eux qui appellent la police, quand même. Attendez. Au secours, hein. C'est eux qui étaient contre les polices municipales, qui étaient contre la vidéoprotection, et qui trouvent maintenant, on a besoin de police et il faudrait plus de caméras. Mais pour revenir, je dis, tu parles d'immigration, il ne s'agit pas de montrer du doigt les immigrés, mais il s'agit de dire, on a des chiffres dans les quartiers de la politique de la ville, les quartiers dont on parle, dans des quartiers, j'ai le chiffre, parce que je vais vous le donner, parce que il est important, il y a 23% d'étrangers dans ces quartiers-là. Il y a plus de 29% d'immigrés. Tu peux être étranger. D'étrangers ou d'origine étrangère ? D'immigrés. Des Français ou non ? Des étrangers. Il y a 23% d'étrangers. C'est pas moi qui le dis. C'est les études officielles. Tu te dis, c'est peut-être pas sans poser des problèmes. Même hier, le chef de l'État, à un moment donné, je suis étonné qu'on l'ait pas relevé. J'ai écouté, vous savez, je prenais des notes comme un ancien journaliste que je suis. À un moment donné, il parle de la violence, les mineurs et tout. Oui, parce que évidemment, moi j'ai posé une question, vous savez, sur comment ça s'appelle, l'excuse de minorité. Les gens, ils le savent peut-être pas, mais aujourd'hui, la loi, si tu as moins de 18 ans, si vous êtes condamné à 5 ans de prison, automatiquement le mineur est condamné à la moitié.
Je me suis posé la question et je lui ai posé la question, plus exactement, au Chalédien, en disant est-ce que c'est bien d'actualité. Mais sur les étrangers, pour la première fois, je l'ai entendu dire un truc énorme. Il a dit ah oui, mais il y a beaucoup de mineurs, très bien et tout ça. Il a dit d'ailleurs dont beaucoup de mineurs non accompagnés. Attendez, il y a un an, tu disais il y a des problèmes de délinquance et tu aurais associé le mot délinquance aux mineurs non accompagnés. Je ne dis pas que tous les mineurs non accompagnés sont des délinquants. Mais moi, je sais les chiffres à Montpellier, par exemple. Évidemment, il y a une corrélation. Il y a beaucoup plus de violence, de délinquance chez les mineurs non accompagnés que chez les autres. Alors, on peut trouver des raisons et tout, mais c'est la réalité. Je dis, tiens, peut-être que le réel, la vraie vie, ce que tu vois, ce que moi je vois comme maire, ce que j'ai vu pendant ces 5 jours-là, peut-être que ça remonte jusqu'à l'Élysée. Ça, c'est positif. Mais ensuite, qu'est-ce que vous voulez Mais Robert, revenons à Béziers. Moi, j'ai vu à Béziers, il y a eu comme ailleurs des destructions. À Béziers, vous avez le quartier de la Devèze, que je ne connais pas bien. Il faudra d'ailleurs qu'on y aille ensemble. Volontiers, je vous invite quand vous voulez. Vous m'emmenez, j'irai voir. Le quartier, moi je connais d'autres quartiers populaires, mais le quartier de la Devèze, vous avez essayé d'installer, de redonner une vie à ce quartier de la Devèze. Attendez, allez, oui. Pardon. Comment ça s'est passé lors des émeutes ? Il y a eu ce nihilisme autodestructeur, comme le dit Cohn-Bendit, j'aime bien cette expression, ce nihilisme autodestructeur qui a tout ravagé ? Mais c'est un suicide. Ouais. C'est du suicide pour une partie de ces populations. Moi, je ne veux plus laisser entendre que c'est des quartiers délaissés, abandonnés. Oui. J'ai juste regardé quelques chiffres, mais je ne vais pas vous assommer de chiffres. Dans le quartier de la Devèze, celui dont vous parlez, c'est mon quartier, moi j'ai passé toute mon adolescence, donc je le connais par cœur, ce quartier. Entre 2005, c'est-à-dire le début de la politique de la ville, et 2026, quand ce sera fini, on aura investi exactement 197,5 millions d'euros. Il n'y a pas un quartier de la ville, pas plus au centre-ville qu'ailleurs, où on a investi autant d'argent. Il y a tous les services publics dans ce quartier. Il y a une mairie annexe auquel ils ont foutu le feu. Il n'y en a pas ailleurs. Le centre, comment ça s'appelle, la maison de quartier. Attendez, la maison de quartier, c'est un petit bijou brûlé du début à la fin. La mission locale d'insertion. Enfin, vous savez, ça sert à aider les jeunes à trouver un boulot. Et les jeunes du quartier, en particulier. Saccagé. À côté, le bureau de poste, absolument détruit, parce que vous savez, ils ont essayé d'arracher, de prendre l'argent dans le distributeur. C'est pour vous dire que, c'est pas des quartiers qu'on a abandonnés. On a construit 2 écoles en 3 ans. La plus belle école de Béziers, elle est là. La seule école bilingue de Béziers et de tout l'Ouest du département. Elle a été attaquée ou pas, cette école bilingue ? Non, attendez, le nom, elle a été attaquée parce qu'on avait mis des gens là, à l'intérieur de l'école. Ils ont commencé à bomber, ils se sont approchés. Dieu merci, ils ont tout brûlé, ils n'ont pas réussi à rentrer dans l'école. Mais c'est une école qui a dû nous coûter, je vous dis, 12 ou 15 millions. Et c'est l'école Samuel Paty. Elle est toute neuve. À côté, il y a une école d'État-Marie, vous vous rappelez, c'est cette école qui avait brûlé dans ce quartier. Parce que la violence, elle ne date pas d'aujourd'hui dans des quartiers comme ça. On l'a reconstruite. Et moi, je suis arrivé, mais j'étais assommé. Je me suis dit, tout ce qu'on a dépensé, tout ce qu'on fait pour ça, ces petits salopards, ils en privent la population, parce qu'il y a un centre aéré, normalement cet été, on va le faire où, le centre aéré ? Au milieu de quoi ? De la ruine de ça. Avant, on facilitait la vie des gens. Ils pouvaient aller dans le quartier, vous savez, refaire faire leur je sais pas moi. Mais ça, vous le dites, ce que vous nous dites ici, vous le dites à la population de ce quartier. Mais attendez, et comment réagissent les gens ? Mais le problème, c'est qu'ils réagissent pas beaucoup. Moi, ce qui me tue dans ces quartiers, c'est qu'il n'y ait pas, pardon, vous allez bondir sur le mot, mais en fait, tant pis, je veux dire plus de dénonciation. Attendez, moi, je connais ce quartier, j'y ai habité. Comment tu peux voir 50 ou 80 jeunes gens habillés de noir vêtus, puisque j'ai vu les images vidéo, c'est nous qui les avons, de noir vêtus, qui rentrent chez eux à 4 heures du matin, pour certains, puant l'essence, puisque évidemment, ils l'ont manié, et il n'y a personne qui a rien vu. Personne n'a rien vu. Alors tu te dis 2 choses. Il y a la peur. Mais il y a aussi de
de mauvaise, néfaste solidarité. Mauvaise, néfaste solidarité. Et c'est ça l'échec de l'immigration. Comment, à la 3e, à la 4e génération, il y a des gens qui haïssent Donc à ce ça point veut dire notre que pays. dans le quartier, plus personne n'a d'influence. Ni la religion, ni les pères de famille, ni les chefs de communauté. Plus personne n'a d'influence sur ces jeunes. D'abord, les pères de famille, si je vous donnais le Oui. taux de famille Oui. monoparentale, les femmes seules Ça, c'est qui vivent avec Oui. leurs 3 gosses, vous savez, Oui. les pères de famille, Ouais. quand cette société qui tape tout le temps sur les pères, je parle pas de l'islam et tout, je Oui. parle de nos sociétés, Oui. où chaque fois, vous savez, la famille, le papa, la maman, si tu peux casser Oui. ça. Le c'est- patriarcat. Ouais, attendez, c'est jouer avec le feu. Parce que dans des quartiers comme ça, on a besoin de pères. On a besoin de pères qui jouent leur rôle de père. Et les familles monoparentales, il n'y en a pas. La communauté, moi je vais vous dire, les communautés, les religieux, il y aurait certainement, dans ces quartiers, chez moi, les salafistes, honnêtement, ils ne sont pas des tonnes. Je pense que les gens qui fréquentent la mosquée, c'est pas ceux qui foutent le feu. Vous voyez, je le pense sincèrement. Non, un des problèmes de nos quartiers, de ce quartier, c'est que, vous savez, hier, il y a plein de maires qui disaient devant Emmanuel Macron, oui, allez, il faut vivre ensemble, il faut faire de la mixité sociale. Moi, j'ai eu le malheur de dire, alors, c'est vrai que je dis, mais attendez, personne n'en veut de la mixité sociale. De ces gens-là, pas tout le monde, de ces casseurs et une partie des plus radicaux de la communauté musulmane, ils veulent pas de ça. Moi, je racontais un truc, alors les gens, ils sautent au plafond. Je suis le patron de l'office des HLM. Dans le quartier de la Devèze, dans les cages d'escalier, il y a des cages d'escalier réservées aux Turcs et d'autres cages d'escalier réservées aux Maghrébins parce qu'ils se supportent pas. Dans d'autres quartiers où il y a une grosse population gitane, vous pouvez pas mettre une famille maghrébine. C'est quand même ça, c'est terrible. C'est tout con à dire, mais c'est ça. Le maire, moi je me coltine ces problèmes-là. Et vous savez, les grandes théories, les grands slogans, ils pèsent pas beaucoup. Hein. Robert Ménard, vous avez du temps entre 11h et midi ? Vous pouvez rester ou pas ? Oui, je peux rester avec vous. Je vous dis ça parce que j'ai un débat. Et j'ai un débat autour justement de ce qu'on pourrait faire maintenant, parce qu'il va bien falloir qu'on trouve des solutions. Et j'ai un débat sur les sanctions pour les familles et les délinquants condamnés. Alors, certains disent qu'il faut sanctionner les familles. Alors, quelle sanction ? La sanction financière ou l'expulsion du logement social, ce qui est une possibilité. J'ai justement le maire de Reims, Arnaud Robinet, que vous connaissez, qui lui a mis en place un système, une convention pour tous les quartiers, où dès qu'il y a un problème, tous les intervenants dans le quartier sont réunis, et aujourd'hui ils viennent de renouveler la convention avec la possibilité d'expulser les familles des mineurs délinquants. Expulsion, vous êtes favorable à ça ? Mais oui, j'y suis favorable, mais c'est très compliqué à faire. Il ne faut pas être langue de bois. D'abord, il faut qu'il y ait des condamnations. Oui. Or, entre le moment où le délit a lieu et la condamnation, ça peut prendre des plombes. Je vous arrête. J'ai une pub à faire. Restez avec nous, Robert Ménard. Il est 10h47.